professeur émérite à l'université de Namur, université où il a fondé, il y a plus de 40 ans maintenant, le CRID, qui était un des tout premiers centres de recherche. Donc à l'époque, ça s'appelait informatique et droit, maintenant on dirait droit du numérique. L'époque a changé. Et donc Yves a véritablement été un visionnaire à l'époque. Non seulement il a compris l'importance du sujet informatique et droit, mais aussi de la nécessité de le conduire, de l'étudier de manière interdisciplinaire. Ça, je crois que c'est fondamental c'était dès le départ dans l'ADN du CRIT, si je puis dire, et dans la démarche d'Yves. Et j'en étais témoin, puisque moi-même, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, Yves a été un des tout premiers juristes avec qui j'ai vraiment pu échanger, chez qui j'ai trouvé une oreille attentive, et non seulement ça, mais un vrai désir d'ouverture et de collaboration. Donc depuis, Yves est devenu, je pense, et aujourd'hui un des tout meilleurs experts du sujet numérique, vie privée et droit, bien sûr. Il a été membre de la CNIL belge, je ne sais plus comment elle s'appelle exactement, la commission vie privée, c'est ça ou... Commission de protection de la vie privée, qui est devenue la PID, je suis toujours membre de la... Voilà. Ah, tu es toujours membre, pardon. Et donc, bon, Yves est régulièrement consulté par les institutions européennes, par différentes assemblées, dont les assemblées nationales françaises et le Sénat. Donc, c'est clairement un des tout meilleurs experts du sujet qu'on a la chance d'accueillir aujourd'hui. Je pense que Yves est très bien placé pour nous parler non seulement de l'évolution de la protection de la vie privée au cours des dernières décennies, disons, mais peut-être et surtout de son avenir. Donc voilà, je ne vais pas prendre plus de temps de parole. La parole est à toi, Yves. Merci Daniel et merci pour ces mots qui me rappellent d'excellents souvenirs de nos rencontres. Je vais te dire qu'en termes d'interdisciplinarité, j'assure maintenant la coprésidence de NADI, Namur Digital Institute, dans lequel précisément se retrouve le CRIT. Et en ce qui concerne Namur Digital Institute, est effectivement un centre multidisciplinaire où se retrouvent d'abord des informaticiens, mais également toute autre personne intéressée par les technologies de l'information et de la communication, et en particulier des philosophes, des économistes, des gestionnaires, des juristes, bien évidemment des ingénieurs. Voilà. Ce que tu m'invitais à faire, c'était de réfléchir sur ces fameux 40 ans de la vie de la protection des données. Je dirais même que ce n'est la première loi en matière de protection de données, la loi du S, date de 1970. Mais ce qui m'est apparu intéressant, à cause de l'exercice que tu m'as fait faire, c'est véritablement de me rendre compte qu'il y a peut-être toute une série de choses qui ne sont pas dites et qui méritent d'être relevées. Et je vais y arriver assez rapidement. Oula, je vois que pour glisser les diapositives, il faut le faire en deux temps. Donc, c'est un peu le fil rouge de la proposition que je vous fais, c'est de partir du point de départ, qui est le 8 de la Convention européenne de l'homme, tout le monde le connaît, de faire ensuite les premiers pas dans la protection des données, depuis la loi du Land de Hesse de 1970 jusqu'à la Convention numéro 108, et puis de s'attarder peut-être à la construction de ce qu'on peut appeler le pilier européen, parce que la protection des données est devenue un des piliers de la stratégie européenne en matière de technologie de l'information et de l'action, c'est-à-dire de passer en revue les textes depuis la directive de 1995 jusqu'au RGPD. Alors, je vais me poser des questions sur ce RGPD. Est-ce qu'il est adéquat par rapport au développement des technologies actuelles et au développement des applications, et en particulier
par rapport à cette fameuse intelligence artificielle qui est devenue un buzzword. Et puis, une fois que j'ai posé cette question, je me dis, ben, qu'est-ce qu'il faudrait revoir? Il y a un certain nombre de notions qui m'apparaissent dangereuses et sans doute à revoir profondément. Mais surtout, je crois qu'on est orienté vers une approche fondée sur les risques liés aux technologies de l'information et de la communication. Et tout cela va nous amener à quelques préoccupations qui sont au cœur des discussions actuelles, à savoir des préoccupations éthiques. Alors, le point de départ, hein, comme je l'ai dit, c'est l'article 8 de la CEDH. Et je rappelle simplement le texte. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Et quand on lit cela, on se dit, ben, l'idée de la Convention européenne des droits de l'homme, hein, à travers cet article 8, a été de protéger l'intimité des personnes. Et c'est une approche qui est effectivement relativement négative, où l'idée, c'est effectivement de faire en sorte que les personnes puissent avoir le droit de rester seules. Et puis, ce qui est intéressant, si on regarde un peu cette interprétation jurisprudentielle de l'article 8, c'est qu'on s'aperçoit qu'on sort de cette approche négative, hein, cette approche qui était centrée autour hein, de la de certains lieux ou d'un moyen de communication, vers une approche un peu différente. Une construction que certains qualifient hein, de totalement innovante. L'idée étant de plus en plus de dire que la vie privée, ce n'est pas simplement le droit de rester seul, mais c'est tout ce qui est nécessaire pour que quelqu'un puisse construire sa personnalité dans une société donnée et sans cesse en évolution. On parle de plus en plus d'une approche positive en disant ben, ça permet à la personne de s'autodéterminer. Et lorsqu'on parle évidemment de la société de l'information, on pense à l'autodétermination informationnelle. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire maîtriser. Ouais, ça va? Vous m'entendez? C'est-à-dire maîtriser son environnement. Oui, très bien, on t'entend très bien. Maîtriser son environnement informationnel. Alors, c'est une première réflexion que je me fais. On est de plus en plus en train de dire ben, la protection des données. Un peu à la réflexion sur ce qui était, et c'est le point de départ de la notion de vie privée, à savoir un aspect plus négatif. Je crois que construire sa personnalité, c'est à la fois hein, le droit de pouvoir se mouvoir à l'intérieur d'une société, de savoir exactement quelle image est en train de circuler sur moi-même, à qui et pourquoi elle circule, mais c'est aussi, me semble-t-il, la possibilité de se retirer chez soi et de pouvoir hein, exprimer sa personne seule face à soi-même. Et ça m'amène évidemment à dire actuellement, il serait peut-être utile de revenir à cette négative de la vie privée en consacrant, par exemple, le droit à la déconnexion. J'étais étonné de voir que dans la première directive sur les réseaux, la fameuse directive RNIS de 1999 que tout le monde a oublié, il existait une possibilité, c'était un droit de la personne à véritablement bloquer hein, toute connexion de son terminal et d'être certain que plus personne ne pouvait savoir où il était et lui envoyer éventuellement des messages. On en est là. Le deuxième point, c'est effectivement la protection du domicile actuel. Il y a un arrêt extraordinaire de 2009 hein, du Bundesverfassungsgerichtshof, du tribunal constitutionnel allemand, qui dit ben, il faut que la personne puisse savoir hein, être sûr, pardon, que son ordinateur est bien son domicile et que personne ne peut y entrer, hein, sauf bien évidemment lorsqu'il y a des raisons graves, et notamment la police lorsqu'il s'agit de lutter contre des infractions graves, ou sauf lorsqu'il consent. Cette idée de dire qu'il faut protéger le domicile virtuel comme le domicile physique, c'est quelque chose qui est important. Alors, je vais rappeler l'article 8 de la CEDH parce que c'est une de mes thèses. Hein, c'est que je crois que les législations de protection des données hein, ne doivent pas être mises sur le même pied que la vie privée.
les législations de protection de données, c'est un moyen qui est au service de la vie privée, en ce sens que dans la société, qui est notre société du digital, notre société informatique, il est clair qu'on ne peut construire sa personnalité à mesure où on a un certain contrôle de ces données, et que ces législations sont éminemment, révisables, doivent être toujours revues dans le sens de permettre une véritable construction de la personnalité des individus. On aura l'occasion de le dire, c'est peut-être un reproche que je fais au RGPD, c'est effectivement d'être relativement conservateur et de ne pas épouser les besoins nouveaux. Alors, effectivement, donc je crois que l'important, c'est de prendre en considération et de prendre la mesure de ce fameux contexte évolutif. On ne peut pas mettre sur le pied les exigences en matière de vie privée en 1960, où l'informatique est naissante, où il s'agit de bases de données bien identifiées, hein, et avec une donnée qui est une ressource rare, coûteuse, hein, de la même manière qu'on doit réguler à l'heure actuelle hein, ce qui se passe dans le monde digital, c'est-à-dire une informatique avec des capacités infinies, qui est ubiquitaire et qui est capable d'intelligence. Je fais allusion à l'intelligence artificielle. Et donc, de 1970 2021, hein, et je parle de 2021 parce qu'on vient d'avoir le 21 avril, je suppose que vous êtes au courant, ça serait étonnant que vous ne le soyez pas, hein, cette proposition de règlement de la Commission sur la régulation de l'intelligence artificielle. Il y a bien évidemment des problèmes nouveaux, des dimensions nouvelles, des risques liés au digital qui doivent être pris en considération par nos législateurs. Alors, reprenons le départ, 1930 jusqu'à la Convention 108, très rapidement. Donc, l'informatique à l'époque ne se définit pas du tout de la même manière, elle est centralisée, quelques gros ordinateurs, et on sait très bien où sont ces ordinateurs, c'est l'administration, c'est les finances, enfin c'est les banques, hein, et toutes les sociétés financières, c'est évidemment les sociétés d'assurance, etc. Ces ordinateurs ont des capacités limitées quand on pense évidemment aux capacités, y compris de micro-ordinateurs, des capacités à l'époque des fameux supercalculateurs. Donc, ces ordinateurs sont faciles, parce qu'ils sont faciles à identifier, on peut donc facilement les contrôler et les sécuriser. Les données sont une ressource rare et la notion de données, elle est définie par le contenu même, par la nature même des données. C'est intéressant de voir, et on y reviendra tout à l'heure, que la donnée sensible, c'est une donnée qui, par elle-même, contient des informations sur la santé ou contient des informations sur les opinions politiques. C'est une approche par la nature. Vous allez me dire, mais pourquoi insister là-dessus? Tout simplement parce que, à l'heure actuelle, et c'est intéressant de le voir dans le FD, l'approche de la notion de données sensibles n'est plus par la nature. Cambridge Analytica a utilisé très peu de données qui étaient des données qui avaient un contenu politique. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est à partir de l'intelligence artificielle de pouvoir déduire. Et donc, la donnée sensible ne se définit plus par la nature, elle se définit, me semble-t-il, par la finalité et par le traitement. La notion d'identité, c'est la même chose. Lorsqu'on parle d'identité au départ, c'est une identité qui fait référence à ce qu'on peut appeler les éléments d'identité, de l'identité civile. On est loin, me semble-t-il, on en est loin maintenant. Il est clair que de plus en plus, la notion d'identité n'est plus liée à l'identité civile, elle est liée à la possibilité, et j'insiste là-dessus, d'avoir un impact possible sur une personne qui est une personne X, mais qui est distincte. Donc la notion d'identité doit, me semble-t-il, passer à une notion d'individuation, c'est-à-dire la possibilité de distinguer quelqu'un, de pouvoir prendre une décision par rapport à cette personne. Je prends un exemple, c'est l'exemple des caddies de Walmart. Walmart met un RFID dans son caddie,
il est clair que la personne qui se balade avec son caddie, chaque fois qu'elle prend un bien de consommation qui lui-même est étiqueté RFID, va faire en sorte que progressivement, évidemment, la société Walmart peut prendre connaissance du contenu du caddie sans connaître du tout. Elle n'en a pas besoin, elle pourrait éventuellement le faire au moment du paiement, lorsque la personne paiera avec une carte, mais elle n'en a même pas besoin pour pouvoir adresser à cette personne la publicité qui est la publicité adéquate par rapport aux achats faits, en disant, vous savez, vous venez d'acheter tel fromage, je vous conseille tel vin qui est dans le rayon d'à côté. L'idée du right to be let alone, de plus en plus, et ça c'est un point important, dans ces premières législations, on va commencer à prendre en considération le fait qu'il y a un déséquilibre informationnel, et donc un déséquilibre informationnel entre la personne sur laquelle on prend des informations et d'autre part, celui qui prend les informations, et donc on va exiger déjà dans le land de S un certain nombre de balises ou traitements de données. C'est le fameux FAIR Information Processing, on va y revenir tout de suite, et d'autre part, on va permettre à la personne d'avoir un certain contrôle, une certaine transparence de la personne responsable qui utilise ces données à caractère personnel. Dernier point de ces premières législations, c'est la question des ombudsman. On n'a pas encore l'idée d'autorité ayant des pouvoirs administratifs, ayant des pouvoirs de sanction. On a là, dans les premières législations, simplement l'idée de personnes qui, à un moment donné, vont pouvoir dire publiquement il y a un problème, alerter les gouvernements sur le fait que tel ou tel traitement risque de poser problème. C'est un point également important puisqu'on aura l'occasion de voir qu'on est là aussi dans une évolution. Les Fair Information Practice, on connaît tous ces 5 principes, le principe de collecte loyale, le principe de la finalité déterminée, le principe de la proportionnalité, le principe de l'exactitude des données et le principe de la durée limitée. C'est extraordinaire de se dire que ces principes qui sont toujours à l'heure actuelle les principes même de la protection de données, ils existaient déjà dans les premières législations et en particulier dans le Privacy Act américain qui s'appliquait aux administrations américaines. Je me permets de poursuivre. La loi informatique et liberté, j'insiste sur le fait de ce fameux principe, ce fameux article 1 que tout le monde envie à la France et qui a été repris d'ailleurs dans le préambule du RGPD. C'est le principe suivant lequel l'informatique doit être au service de chaque citoyen. Je crois que c'est un principe qui est extrêmement important, qui est un principe éthique, do good, do not harm. La technologie doit être au service des personnes et par ailleurs, vous le voyez, c'est l'idée suivant laquelle on ne parle pas uniquement de la vie privée, on parle d'identité humaine, des droits de l'homme, des libertés individuelles et publiques, et sur le fait que cette fameuse loi de 1978 est drôlement anticipative de l'élargissement des débats qui ont lieu à l'heure actuelle. Alors, dernier point, c'est la CNIL. Je crois que la France est la première à avoir consacré une autorité administrative indépendante en lui donnant assez rapidement des pouvoirs qui n'étaient pas simplement le fait d'un chien de garde, un ombudsman, mais d'être véritablement une autorité avec la capacité de prendre des décisions et des sanctions. Alors, ça pose un problème, on aura l'occasion d'y revenir, plus les autorités, et c'est le cas à l'heure actuelle, ont des capacités, des compétences de décision, moins peut-être sont-elles sensibles aux risques et à la manière de traiter les risques des traitements de données à l'intérieur de la société, digitale, tout simplement parce qu'elles sont devenues plus des juges et des administratifs de la protection des données. C'est un point que je soumets à votre débat. J'en arrive à cette
le terme de ce premier mouvement, et je le fais à propos du mouvement des organisations publiques internationales. Et j'aime bien d'opposer les deux approches parce que ça reste un problème. Dès 1980, on se rend compte que les données à caractère personnel franchissent bien évidemment les frontières. Deux approches. Il y a l'approche qui est l'approche OCDE, qui est l'approche d'autorégulation, et c'est évidemment les États-Unis qui vont faire l'apologie de cette régulation privée avec les pays de l'Asie-Pacifique, même s'il y a des exceptions aux États-Unis. Et puis vous avez une autre approche, qui est l'approche évidemment, qui est une approche de régulation publique en disant certes, l'autorégulation a des vertus, on y reviendra tout à l'heure, le simple fait que les personnes qui prennent la régulation sont sans doute les mieux placées parce qu'elles connaissent le droit, que les sanctions sont peut-être mieux adaptées, mais on se rend bien compte évidemment que par rapport à la puissance, on y reviendra, on reviendra là-dessus, par rapport à la puissance de ces responsables de traitement, il est difficile d'exiger que l'autorégulation soit suffisante pour protéger ce qui est un bien public, à savoir les libertés individuelles. Donc, la Convention pour la protection des données, vous voyez, il y a 120 pays à l'heure actuelle qui ont adopté des législations omnibus, qui est quand même une marque que l'approche régulation publique semble désormais l'emporter. Alors, dans l'Union européenne, ce qui est intéressant, c'est la manière dont cette directive de 95, elle a été construite sur une base totalement ambiguë. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à l'époque, l'Europe n'était pas compétente en matière de droits de l'homme, et donc à partir de ce moment-là, il a fallu trouver une manière d'assurer une compétence à l'Europe en matière de protection des données. Et on l'a fait sur base du principe de la libre circulation. L'objectif économique de libre circulation a été pris, en tout cas comme prétexte, pour pouvoir assurer une certaine protection des droits de l'homme. Et dans la mesure où il s'agissait d'une directive, ça va de soi qu'il y a une marge de manœuvre énorme, marge de manœuvre qui sera à la base de l'échec de la directive, d'un règlement. On y reviendra tout de suite. Ce qui est intéressant également, c'est qu'au niveau de la réglementation européenne, on a une timide dimension extraterritoriale. Ce que je veux dire par là, c'est que la réglementation européenne, en principe, elle s'applique aux entreprises situées, établies en Europe. Maintenant, il y a une exception, mais cette exception de l'article 3, elle est liée toujours au fait qu'il doit y avoir quelque chose qui existe en Europe pour pouvoir, et lorsqu'on parle de quelque chose, c'est un équipement, on doit faire usage d'un équipement placé en Europe pour pouvoir éventuellement dire à une société américaine, vous savez, vous êtes redevable vis-à-vis de la directive. Donc, il y a une volonté d'extension, par exemple le fait qu'on utilise spyware, le fait qu'éventuellement il y a un relais, une espèce d'interface technique qui permet le relais vis-à-vis de l'opérateur ou de l'entreprise américaine. OK, mais il faut malgré tout un équipement en Europe pour pouvoir. Alors, vous allez voir, on en est loin à l'heure actuelle. Alors, quand on regarde les flux transfrontières, l'idée, c'est la protection adéquate. J'ai suffisamment travaillé puisque c'est nous qui avons, c'est un ami qui avons essayé de définir ce qu'était la protection adéquate. Et notre idée était quelque chose de très pragmatique, c'est-à-dire qu'il fallait d'une manière ou d'une autre, même par l'autorégulation, on puisse assurer essentiellement les faire une forme de practice et par les droits de la personne concernée. C'était une approche pragmatique qui n'exigeait pas une équivalence, qui exigeait simplement une démonstration qu'il y avait des garanties et des garanties qui permettent le respect des principes mêmes de la directive. Oui, ce qui est amusant évidemment, c'est qu'on a introduit le consentement comme base de légitimité. C'est quelque chose que j'ai découvert. En fait, il avait été introduit en Allemagne, mais il n'avait pas du tout été introduit au niveau des autres pays. Et c'est la directive de 95
qu'il introduit comme base de légitimité et qui en fait même la première base de légitimité. Les Allemands défendaient cela en disant mais le consentement, c'est l'autodétermination informationnelle, donc il va de soi que le consentement doit être la première base de légitimité. Alors, je le note maintenant parce que nous allons revenir là-dessus et donner les dangers que présente le consentement comme base de légitimité. L'autorité de contrôle, le pouvoir renforcé, on le note, on y reviendra par la suite. Et cela me permet de passer à l'évolution. Alors, ce qui est intéressant, qu'est-ce qui s'est passé depuis 1995? C'est d'abord la prise de conscience de l'intermédiation. Lorsqu'on parle de protection des données jusqu'à la directive RNIS, qui précède la directive e-privacy, c'est toujours en disant ben, il y a un opérateur qui est quelque part, il y a une personne concernée. Or, entre eux, et la naissance, on n'y est pas encore d'Internet. Internet est né, mais on ne s'en est pas encore fort rendu compte en Europe. Il y a d'abord, évidemment, ce fameux réseau numérique à intégration de services qui va s'imposer, mais que représente la présence de cette infrastructure? Elle représente le fait qu'entre l'opérateur et la personne concernée, il y a une infrastructure de communication dans laquelle il peut y avoir un certain nombre de traitements ou qui peut éventuellement générer un certain nombre de traitements. Il faut également être attentif à tous ces traitements qui, au point de départ, ne devraient servir qu'à des fins de communication. On sait qu'actuellement, avec l'ensemble des services offerts par Internet, on est loin d'avoir uniquement des services de pure communication. Bien au-delà de cela, mais à l'époque, c'est à ça qu'on pense. Et donc, on va avoir une directive e-privacy qui va dire, ben, vous savez, en ce qui concerne ces réseaux de communication qui ne servent qu'à ça, elles ne doivent servir qu'à cela. C'est une énumération d'activités licites avec toute une série de choses, plus la réglementation des spams, la réglementation des cookies et des terminaux, qui sont tous liés au fait qu'on s'aperçoit que grâce à cette intermédiation entre l'opérateur et d'autre part la personne concernée, il peut y avoir évidemment un certain nombre de possibilités de traitement qui sont liées à cette interactivité. La sécurité publique, je ne vais pas en parler, c'est dire que cette directive avait été conçue pour protéger les autorités de police et permettre, grâce à la conservation des données générées par les services de communication électronique, d'avoir des facilités dans le cadre de la recherche d'infractions. Et le troisième point est extrêmement important, c'est la reconnaissance de la protection de données. C'est amusant parce que j'ai appris récemment que cette reconnaissance de la protection des données est venue d'une discussion de dernière minute où les Anglais ne comprenant pas très bien ce que c'était la vie, mais nous on ne connaît pas ça et donc est-ce qu'on ne pourrait pas ajouter la protection des données? Et donc on a ajouté un fondamental à celui du droit privé, à savoir le droit à la protection des données. C'est pour moi une erreur parce que je crois qu'il aurait été préférable que la protection des données s'enchasse de manière, comme je l'ai dit d'emblée, s'enchasse à l'intérieur de ce fameux droit à la vie plutôt que d'être reconnu comme un droit fondamental séparé. Et il y a trois principes qui sont reconnus à la fois par la Charte des droits fondamentaux et le traité de Lisbonne. La base légale, il faut une base légale le comportement lorsqu'on veut traiter des données. Il faut, deuxième point, que sur l'accès aux concernés à leurs données. Et troisième point, il faut que les États membres créent une autorité de protection des données. Je vois qu'il est déjà 2h37 et j'avais promis que je n'irai pas au-delà de 2h40. Et donc, voilà, je vais essayer d'aller peut-être un peu plus vite. C'est un peu embêtant parce qu'il reste quand même pas mal de choses à développer. Alors, le règlement, c'est une directive et je ne vais pas saluer ici le travail de l'European Data Protection Board, mais vous n'allez non seulement le règlement est directement applicable partout, mais en plus l'interprétation du règlement
fait l'objet d'un nombre infini de guidelines, d'opinions de l'European Data Protection Board, qui est le rassemblement des représentants des autorités de protection au niveau européen, qui fait en sorte qu'il n'y a vraiment plus beaucoup de marge de manœuvre pour autrement, même presque plus. D'autres, l'European Data Protection Board veille à ce que, bien évidemment, les décisions prises par les APD soient cohérentes par rapport à ce règlement. La dimension extraterritoriale, là, c'est quelque chose d'un point important. On assiste actuellement à une espèce d'impérialisme européen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, c'est que l'Europe ne se contente plus comme avant de dire, vous savez, à condition que vous respectiez un minimum de principes, voilà, on peut exporter des données vers vous. Dorénavant, il y a une véritable volonté de dire le RGPD est applicable ou représente des exigences qui doivent être respectées par les tiers. C'est le fameux article 4. Dorénavant, il suffit que vous ayez comme cible des personnes résidant en Europe pour que automatiquement le RGPD s'applique. Et en ce qui concerne la question des flux transfrontières, j'ai passé sous silence l'intervention de la Cour de justice, mais vous connaissez tous les arrêts Schrems 1 et Schrems 2. Dorénavant, on n'est plus du tout vers une protection adéquate, ou plutôt on a défini une protection adéquate comme une protection qui doit être substantiellement équivalente. Donc on est beaucoup plus proche de l'imposition à des pays tiers d'une véritable législation qui doit avoir un contenu équivalent à celui européen. Les données sensibles, j'ai parlé tout à l'heure du fait qu'on les définit par la finalité. Les opérations, on a élargi au profilage. Ce qui est intéressant, c'est, me semble-t-il, le dernier point, c'est l'effectivité. Ce qui me frappe dans le RGPD, c'est le nombre de dispositions qui assurent pas simplement des principes, mais qui assurent véritablement l'effectivité de principe. Et j'ai repris ici un certain nombre de dispositions, le principe d'accountability, le fait que c'est à vous, responsable de traitement, de démontrer que vous respectez la législation du RGPD, le fait que vous devez nommer un DPO, c'est-à-dire une espèce d'agent à l'intérieur de votre entreprise qui est chargé de veiller au respect du RGPD, c'est une nouveauté. Le fait qu'on a une corrélation, certes, mais qui est une corrélation descendante. Là, je veux dire que le règlement fait bien évidemment référence au fait qu'on peut faire des codes de conduite, qu'on peut prendre des labels, qu'on peut avoir des certificats, mais il est prévu dans le RGPD que tout cela ne peut se faire que de manière extrêmement contrôlée. Le renforcement des DPA, le fait que ces DPA peuvent dorénavant prendre des sanctions, y compris des sanctions administratives, et vous connaissez la hauteur des sanctions administratives que Google et Facebook ont pu encaisser ces derniers temps. Et puis l'attention particulière à la technologie, ça c'est un point qui m'apparaît vraiment important, c'est le fait qu'on souhaite que la technologie soit un relais et soit une manière d'implémenter les prescripts du RGPD. C'est le Privacy by Design, c'est le Privacy Impact Assessment, le fait qu'on doit vérifier que l'on est, a priori, que l'on est bien conforme au RGPD, c'est le fait qu'on utilise la technologie pour permettre l'exercice de la personne concernée. Alors, le règlement est-il adéquat? Je vais simplement aborder les points, je ne vais pas passer tout ceci en vue. Dire qu'effectivement, notre paysage, notre société digitale a fortement évolué. Les modes de collecte ont tout à fait changé. Les chiffres 4000, nous rencontrerions, c'est en tout cas l'affirmation des experts de la Commission européenne, en 2025, 4800 fois par jour, nous rencontrerions un objet connecté. Ce qui veut dire aussi, en ce qui concerne les données collectées, on est non plus face à des données rares, mais on est face à des données qui sont des données qui sémantiquement n'ont pas beaucoup de valeur. C'est le fait que vous êtes arrêté devant tel
un tel magasin, c'est le fait qu'éventuellement, vous avez à un moment donné une tension de temps, c'est le fait que votre parcours aujourd'hui était ceci ou cela en voiture. Les données sont mondiales. Il est clair, évidemment, on aura l'occasion de le voir avec l'intelligence artificielle, que ces données triviales peuvent révéler évidemment énormément de choses. Les méthodes de stockage, le cloud computing, des applications à l'infini, de plus en plus performantes. Je ne vais pas développer ici la question de l'intelligence artificielle, mais on y reviendra tout à l'heure, parce que je crois que c'est un bel exemple de démonstration du fait que le RGPD pose des problèmes lorsqu'il doit s'appliquer à l'intelligence artificielle et des applications de plus en plus intrusives. C'est en particulier le computing, je crois que c'est intéressant de voir comment, je me souviens des premières démonstrations en 2009, de la manière dont on peut interpréter grâce aux mouvements faciaux les différents sentiments vécus par une personne. Donc, je crois que c'est un point important. La question de l'homme augmenté, c'est évidemment la possibilité, grâce au NBIC, qui combine de la biologie, des nanotechnologies, de l'information, dont on peut éventuellement refaire un certain nombre d'éléments de notre bagage génétique et éventuellement, à partir de là, augmenter les puissances de la personne. On sait comment l'informatique peut déjà modifier le comportement des personnes. Je crois que j'avais sur les modifications encore quelques points. La question des nudges et des hyper-nudges, je crois que c'est un point sur lequel on peut revenir parce que je crois que c'est important de se rendre compte que de plus en plus, pour des raisons des raisons liées au business model, des formes qui sont fondées sur les conditions, on a intérêt à pouvoir envoyer la publicité la plus adéquate possible, en tout cas supposée la plus adéquate possible à la personne concernée. Et on va même plus loin puisqu'on parle maintenant d'hyper-nudge, c'est-à-dire de la possibilité en temps réel de profiler les personnes en fonction de leur comportement sur la toile et de pouvoir bien évidemment en temps réel, real-time bidding, faire une offre message ou une offre d'un produit qui soit le plus adapté possible. Qui est évidemment le point essentiel aussi dans le paysage de notre société digitale, c'est la puissance d'un certain nombre d'acteurs qui sont devenus, et en particulier avec les plateformes, ce que le Digital Service Act appelle les très larges plateformes, les très grandes plateformes. Ces grandes plateformes, bien évidemment, sont des gatekeepers, sont devenus des endroits de passage nécessaires pour pouvoir avoir accès à des services que hier on aurait pu considérer comme des services publics, à savoir des services de communication entre personnes, les réseaux sociaux, ou des services d'accès à l'information, le moteur de recherche Google. Voilà. Par rapport à ces évolutions, mon impression, mais je vais en rester là, c'est que le RGPD n'est pas adapté. On aura l'occasion peut-être dans la discussion de revenir à cela. J'ai fait l'exercice, j'ai écrit un bouquin sur le RGPD pour montrer combien les dispositions du RGPD posaient des difficultés lorsqu'on essayait de les appliquer à l'IA. Je ne vais pas développer tous ces points ici, je suis désolé parce que j'ai déjà dépassé mon temps de parole et donc il est important que je vous rende celle-ci. Deux notions à revoir, la notion de données à caractère personnel et la notion de consentement. Ça, je voudrais bien, si on a l'occasion d'y revenir, pouvoir développer ces raisons pour lesquelles ces notions m'apparaissent pour être revues et revues profondément, quelles sont ce que Julie Cohen de Washington appelle le consentement un privacy bug, et je crois qu'elle a raison. Voilà. Pour le reste, ce qui m'est
apparu intéressant, c'est la nouvelle approche qui est une approche qu'on voit se développer de plus en plus, une approche par les risques. Et j'ai repris ainsi un certain nombre de risques qui sont courus pour nos libertés individuelles, la surveillance, le risque de manipulation, de décontextualisation, le risque de dépendance par rapport aux technologies de l'information, l'effondrement de la distinction sphère publique, sphère privée, les risques de discrimination, et puis la question de l'opacité des technologies. Mais par rapport à ces risques individuels, ce qui saute aux yeux, et je peux vous annoncer que vendredi, le DPB va d'ailleurs insister là-dessus, c'est que de plus en plus, les technologies de l'information, en particulier l'IA, déclenchent pas simplement des risques individuels, mais également des risques collectifs. L'IA, ça permet évidemment d'identifier des groupes qui éventuellement vont se trouver discriminés, mais des groupes qui ne sont pas identifiés a priori. Ça peut être les habitants d'une rue, ça peut être les personnes âgées, ça peut être éventuellement des personnes qui ont telle habitude de consommation. Et ces personnes sont vues comme un groupe et pas de manière individuelle. Les questions de justice sociale, dire tout à l'heure, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les questions d'assurance, hein, l'assurance et l'IA. Je crois qu'il est facile de dire que à cause des possibilités que reflète l'IA, il y a véritablement des risques collectifs au-delà simplement de risques individuels. Et puis les risques sociétaux, le problème de la démocratie, la question environnementale et l'effondrement de l'utilisation de la règle de droit à cause des outils et des algorithmes utilisés en matière de justice prédictive. Donc la nécessité d'élargir le débat, et j'insiste sur le fait que cette réflexion sur les risques, on la retrouve très fortement présente dans les derniers textes européens. J'ai repris ici la proposition de règlement sur l'IA du 21 avril 2021 qui soulève la nécessité de passer de ce qu'on peut appeler un Privacy Impact Assessment, qui est simplement corrélé au risque individuel, à quelque chose qui est beaucoup plus large. Il s'appelle l'Ethical Impact Assessment. Je crois que c'est un point important de l'évolution de la réflexion à l'heure actuelle. Est-ce que les lois de protection des données sont suffisantes? Je dirais que non. Je crois qu'il faut, au-delà des lois de protection des données, avoir une réflexion éthique, avoir une réflexion sur la technologie, de plus en plus une analyse des risques liés à la technologie et des solutions que peut apporter la technologie. Et je crois surtout qu'il faut une régulation a priori d'un certain nombre d'acteurs et en particulier des very large platforms. Voilà. Je vais en rester là simplement. Je vous prie de m'excuser d'avoir été un peu long.